Nos invités avaient épousé l'amour de leur vie. C'était le bonheur, c'était tout ce que j'avais pas eu avant, tout ce qu'il n'avait pas eu lui non plus avant. Mais juste après, la mort les a séparés. Perdre un conjoint, c'est comme être amputé d'un membre. Alexandra n'a pas compris ce qui lui arrivait. Mon corps réagissait, mais pas ma tête. J'étais ailleurs. Je l'avais vu 3 heures avant qui me disait bisous, je t'aime, à tout à l'heure, je reviens. Il est parvenu. Mireille a reçu un appel qu'elle n'oubliera jamais. J'ai l'infirmière qui m'a rappelé, dit je suis désolée, mais il est parti. Et moi, quand il m'a dit il est parti, je me suis dit mais il s'est levé, il est parti de lui-même. Elle me dit non, mais il est parti, il est décédé en fait. Paul, de son côté, a décidé de défier la fatalité. Elle a voulu en fait qu'on fasse un pied de nez au destin, puisque le destin nous empêchait de nous marier en décembre, et ben, on s'est mariés avant. Et il n'y aura jamais de place pour quelqu'un d'autre. Ça sera elle, toujours elle. Enfin, rien ne préparait Yvette à ce qui l'attendait. On m'a conduit donc à l'hôpital et dans un dédale de couloir. Et une grande porte s'est ouverte, une porte de garage. Et il y avait un cercueil par terre, il y avait mon mari dedans. À peine marié et déjà veuf, c'est aujourd'hui dans toute une histoire. Je me dis, mais non, il n'est pas parti, il va revenir, il va rentrer et voilà, et ses affaires sont là, quoi. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présents sur ce plateau. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ces mots résonnent encore dans la tête de mes invités. Unis par les liens sacrés du mariage, ils étaient loin d'imaginer que cette promesse funèbre se réaliserait aussi rapidement. À peine marié et déjà veuf, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Alexandra, bonjour. Bonjour. Du coup, de qui vous êtes tombée éperdument amoureuse il y a maintenant 12 ans? Oui. De qui? De l'homme de ma vie, Julien. Oui, voilà, c'est bien résumé. C'est l'homme de ma vie, le père de mes filles et mon mari. Vous êtes connue à quel âge? 18 ans. Donc vous avez eu envie de construire avec lui assez vite? Oui, oui, oui. Très vite. On s'est rencontrés en mai et j'ai quitté ma région natale pour me rapprocher de lui. Et 1 an et demi après, on se mettait en ménage ensemble. D'accord. Vos filles sont arrivées vite? Vite, non. 6 ans après. Et la deuxième? Et la deuxième, 2 ans et demi après. D'accord. Quel lien unissait vos 2 filles à leur père? Elles avaient un lien totalement fusionnel. C'était leur père, c'était papa. Moi, l'exemple que je donne, c'est on n'habite pas très loin de la côte. Quand une famille se promène sur la côte, un enfant tombe, en général, l'enfant va appeler maman. Moi, c'était leur père qu'elles appelaient. La nuit, elles étaient malades, c'était leur père qu'elles appelaient. Elles avaient fait un cauchemar, c'était leur père. Elles étaient malades, c'était leur père. C'était vraiment leur père. Comment vous expliquez ça d'ailleurs, ce lien aussi fusionnel? Ils s'en occupaient énormément? Oui, oui, oui. Dès qu'il rentrait du travail, c'était les 2 heures qui suivaient entre son heure d'arrivée jusqu'à temps de les coucher, c'était tout pour elle. Un papa très présent, très poule, très gâteau. Comment vous avez décidé de sceller votre union tous les deux? Alors moi, j'attendais ça depuis très longtemps, forcément, comme à peu près toute femme. Mais Julien m'a demandé en mariage pour nos 10 ans. Et donc nous, notre mariage, c'était vraiment la consécration de notre projet, de notre amour. C'était plus un amour de jeunesse, puisqu'on s'est rencontrés très jeunes. C'était vraiment l'amour d'une vie, de toute une vie. 7 semaines après votre mariage, 7 semaines seulement, vos vacances se sont achevées. Oui. Quel était le programme de ce dernier jour de vacances? Alors ce matin-là, on avait été acheter du grillage pour la clôture de notre maison. Et il était prévu à son retour que dans l'après-midi, on installe ce grillage. Donc en fin de matinée, il est parti déposer le véhicule qu'il avait emprunté à son travail. Et il était censé revenir en moto
puisque la moto était restée sur le lieu de son travail lors de son dernier jour de travail. Parce que c'est moi qui avais été le chercher ce jour-là, parce qu'on partait en vacances. Comment vous vous sentiez ce jour-là pendant l'absence de Julien? Jusqu'à 13h, très bien, puisque, sereinement, hein, comme quelqu'un qui a la conscience tranquille. Et à 13h, donc, à quelques minutes approximativement, l'heure de son accident, j'ai ressenti, je ne peux pas l'expliquer, j'ai ressenti quelque chose. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Donc j'ai patienté jusqu'à 13h30. Et à 13h30, vous avez fait quoi? À 13h30, j'ai appelé un de ses collègues à qui j'ai demandé s'il était parti. Et celui-ci m'a répondu, oui, il est parti. Il dit, j'ai pas fait attention à l'heure, mais t'inquiète pas, il devait mettre du carburant. Il est sur la route, t'inquiète pas, il va rentrer. Vous sentiez que... Voilà, même après avoir eu raccroché... Ça ne vous a pas tranquillisé? Non. Donc vous avez patienté? J'ai patienté. Les minutes ont défilé, voilà. Puis les heures? Alors, une demi-heure entre cet appel et l'autre appel que j'ai donné à la gendarmerie de notre commune la plus proche. Et là, on m'a annoncé qu'il y avait eu un accident à Yersac et qu'il fallait que je me rapproche donc, de cette gendarmerie. Donc j'ai téléphoné à cette gendarmerie, j'arrivais pas à les joindre. Je dis bon, au pire des cas, s'il y a quelque chose, les pompiers, l'hôpital va m'appeler. Mais toujours rien. J'ai appelé l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit qu'il n'était pas là. De là, j'ai rappelé la gendarmerie, que j'ai fini par avoir. Et le gendarme que j'ai eu m'a dit écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas au courant si c'est arrivé en moto, je ne connais pas son identité. Si vous voulez être rassuré, déplacez-vous. Et je lui ai répondu que nos filles attendaient pour la sieste et que j'allais patienter et que si je ne le voyais pas arriver, je ferais le chemin. Et un quart d'heure après, j'en pouvais plus. J'avais passé plusieurs coups de fil, savoir s'il s'était arrêté à droite, à gauche. Aucun signe de vie. Donc j'ai pris la voiture, je suis passée chercher quelqu'un parce que je ne voulais pas y aller toute seule. Voilà, toujours dans ce sentiment qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais il y avait quelque chose. Le gendarme que j'avais eu au téléphone m'a accueilli. Il m'a installée dans un bureau et pareil, là les minutes ont défilé. Et, un petit quart d'heure après, son collègue est arrivé. Il m'a vue et il m'a demandé qui j'étais. Je me suis présentée, il m'a dit suivez-moi. On a été dans un autre bureau. Et c'est là qu'il m'a annoncé ce qu'il en était. Comment vous avez réagi? Donc forcément, j'ai poussé un cri. Je me souviens avoir porté les mains à ma bouche pour retenir ce cri que j'avais échappé, mais je me souviens avoir les larmes qui coulaient. Et je l'entendais, mais je ne l'écoutais plus. J'étais ailleurs, je me disais c'est pas possible. Vous étiez en état de choc? Oui. Mon corps réagissait, mais pas ma tête. J'étais ailleurs, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Je l'avais vu 3 heures avant qui me disait bisous, je t'aime, à tout à l'heure, je reviens. Il est parvenu. Vous aviez quel âge? 29 ans. Lui aussi? Oui. On va ouvrir la première partie de notre émission jusqu'à ce que la mort nous sépare et saluer Mireille. Mireille, quel tournant a pris votre vie le 25 août 2006? C'est le jour où j'ai tout quitté pour rejoindre Franck. J'ai quitté ma terre natale pour le rejoindre. Et il m'attendait, lui, à Lyon. Voilà. Et votre terre natale, c'était où? La Corse. Je la vois se dessiner sur votre pull. Vous l'aviez rencontré où? Je l'avais rencontré la première fois sur Paris, dans une sortie. C'était vraiment une rencontre furtive. Vous étiez dans quelle situation, vous? Moi, j'étais sortie juste comme ça, avec des amis. Et vous étiez mariée? Vous étiez célibataire? J'étais mariée. Avec des enfants? Avec mes enfants, tout à fait. Des enfants de quel âge? J'avais ma fille qui avait 10 ans, puis ma deuxième qui avait 6 ans, et puis mon petit qui avait tout juste 2 ans. 3 enfants. Oui. Donc vous le rencontrez à l'occasion d'une soirée, oui. Et vous vous dites quoi à ce moment-là? Ce soir-là, pas grand-chose en fait, parce que il était assez timide, moi mariée, donc on n'avait pas trop la tête à ça, quoi. Mais on s'est échangé nos numéros de téléphone. Et on est resté en contact pendant quelques mois. Et puis les mois se faisant passer, on trouvait la distance un petit peu difficile. Et puis notre vie un peu dure aussi, puisque moi, n'étant pas libre,
Et lui non plus. Et donc, du coup, les mois sont passés comme ça. Et puis vous avez décidé de tout plaquer Oui, pour le rejoindre. voilà. Et donc vous êtes parti vivre avec lui. Oui, tout à fait. Au mois d'août, je suis arrivée donc sur Lyon et il m'attendait. Et j'ai tout quitté, mon travail, ma fille aussi, ma grande fille, qui avait pris la décision de rester avec mes parents à ce moment-là. C'était un choix très difficile pour moi, parce qu'une maman laisser ses enfants, c'est toujours difficile. Mais des fois, l'amour a des ailes et on fait des choses que jamais on n'aurait pensé arriver à faire. Et puis, je suis arrivée donc avec mes 2 enfants, avec Mélanie et Nicolas. Et notre vie a démarré comme ça, après des mois difficiles, parce qu'on ne pensait jamais arriver un jour à pouvoir être ensemble. On s'est dit non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Vous dites notre vie a démarré, ça veut dire que vous avez Oui. l'impression d'enfin vivre Tout comme à fait. vous le souhaitiez. Tout à fait. On avait eu. Elle ressemblait à quoi cette nouvelle vie? C'était le bonheur. C'était tout ce que j'avais pas eu avant, tout ce qu'il n'avait pas eu lui non plus avant. On était tout le temps ensemble. Quand on n'était pas ensemble, on était raccrochés par les téléphones. Quand c'était pas par la voix, c'était par des SMS. Que ce soit au travail, ça a tout le temps été comme ça. On était tout le temps ensemble. Il n'y avait pas un moment où on s'appelait pas, ou voilà quoi. Alors il a fini par vous demander en mariage. Oui. C'était quand? C'était le 14 février. Le jour de la Donc, Saint-Valentin. la Saint-Valentin. La date du mariage a été fixée au 19 juin Oui. 2010. Oui. Ça s'est passé comment? Le ce mariage, très bien. Très bien. J'ai confectionné ma robe moi-même. J'y tenais parce que je voulais vraiment que ce soit un jour unique. Franck y tenait aussi, c'était lui son premier mariage. Et c'est vrai que c'était tout pour nous. On attendait ce moment-là depuis des mois et on avait préparé ça vraiment avec l'amour qu'on peut faire quand on se marie pour son tout lui pour la première fois. Que s'est-il passé un an, jour pour jour, après cette cérémonie? Le 19 juin, le jour vraiment de notre anniversaire de mariage, Franck a eu un accident, mais que je Un pensais accident banal, quoi? de la route, banal. Et il est rentré donc à la maison suite à cet accident où il a eu quand même 2 traumatismes crâniens, mais sans gravité. Il était rentré à la maison et voilà, on s'est dit, bon ben j'ai eu un accident. Et puis, Il est voilà. quand même allé à l'hôpital pour Il était à se faire l'hôpital, passer tout à des fait. radios. Oui, il n'y avait rien du tout. Et puis voilà, et ça s'est passé. Et puis cet accident a eu des conséquences sur son état de santé. Alors, des conséquences, au départ, il a commencé à avoir des petits maux de tête, tout ça et tout, et on s'est dit, ben, tiens, j'ai peut-être quelque chose dans le cou, suite à l'accident, qui se réveille. Et puis, il a commencé au mois de juillet à avoir la partie droite sur le front endormie. Et on s'est dit, pour commencer peut-être à consulter, parce que suite à l'accident, normal. peut-être c'est pas normal. Et puis Franck était quelqu'un de fort, donc il prenait tout sur lui et il bravait tout le temps tout et il ne s'arrêtait pas à des petits maux de tête ou des choses comme ça. Donc on ne s'est pas inquiété de plus que ça. Et puis donc il est parti pour son travail sur un déplacement au mois de juillet et ça continue à persister. On est après parti donc sur nos vacances. On a enchaîné parce que les lieux de travail correspondaient avec nos lieux de vacances donc en Corse. On est resté donc juillet et août après 2 mois en Corse. Et Donc tout ça sans passer d'examen et sans non, pour là, contrôler. toujours rien. Toujours juste ce mal de tête, un petit peu de mal dans le cou et puis... Et toujours cette zone insensible. Toujours insensible, tout à fait. Ouais, ouais. C'était vraiment le premier signe révélateur qu'il y avait quelque chose. Par la suite, on l'a su, mais sur le moment, on ne comprenait pas trop, quoi, en fait. Et puis donc quand vous êtes rentré de vacances, Oui. il a subi des examens. On a passé donc un premier IRM qui a effectivement révélé qu'il y avait une masse anormale dans le cerveau, dans le tronc cérébral. Sur le coup, on s'est dit, c'est pas nous, qu'est-ce qui nous arrive? Ils se sont trompés, il y a une erreur. Ils vous ont parlé de tumeur là à ce moment-là? Ils n'ont pas trop employé de suite le terme de tumeur. Pour eux, ils étaient restés dans le flou en disant que c'était une masse. Et moi, j'étais toujours restée sur le truc où c'était rien. Je me disais, non, c'est pas grave. Une masse, il y a beaucoup de personnes qui ont ça dans la tête, mais ils n'ont pas employé le mot tumeur. Donc, on ne s'est pas inquiété de plus que ça. On s'est dit, bon, ben, il y a quelque chose, mais on va y arriver. Et puis, pour moi, Franck allait y arriver. Et puis, jamais on nous a dit que ça allait être aussi grave. Jamais. Donc vous êtes allé voir le professeur Tout à fait, oui. et que vous a-t-il dit? Il nous a dit que cette masse était intouchable. Donc là, du coup, on a commencé quand même à avoir un petit peu peur, mais qu'il allait y avoir un traitement qui allait être mis en place. Donc on s'est dit,
Bon, ben, déjà, il y a les... Il vous a parlé du traitement? Il vous a Oui. dit quel genre de traitement? Alors, ils se sont réunis entre professeurs et ils ont choisi de lui faire faire une radiothérapie. Donc, il avait 35 séances à faire. Donc là, vous avez compris qu'il s'agissait Oui. d'une tumeur. Là, on a compris. On a compris et Franck, c'est la première fois et la seule fois où il a vraiment commencé à avoir peur. Il me dit, mais il s'est retourné, il me dit, mais je vais mourir. J'ai dit, non, tu vas pas mourir, c'est rien. Ils lui ont laissé quel espoir, les professeurs? Franck a toujours cru qu'il allait s'en sortir. Non, mais ils lui ont dit quoi? À Franck, Ou à vous? moi j'ai su, lui non. Alors, à lui, Ouais. ils lui ont rien dit? Non. Et à Non. vous? Et moi, c'est la radiothérapeute que j'ai rencontrée, qui pensait que j'étais déjà au courant, qui m'a annoncé la nouvelle, on ne pourra pas le sauver. Et sur le moment, je me suis dit, il y a une erreur, ils se sont trompés de patient, c'est pas mon mari. Et puis, elle a dû voir mon regard et ma tête, et puis j'étais complètement perdue. Elle me dit, mais vous n'étiez pas au courant? J'ai dit, non. Elle vous l'a annoncé quand, ça? Dès le début? Au début. Comment se sont passés les jours qui ont suivi? C'était horrible parce que j'ai dû cacher à Franck que moi, je savais quelque chose de grave. Vous avez décidé de le lui cacher? Oui, pour qu'il arrive à se faire soigner correctement. J'avais peur vraiment de lui couper les jambes avant que... Parce que vous pensez que si vous lui aviez dit, il n'aurait pas Oui, accepté il le m'avait dit de traitement? toute façon. Il m'avait dit. Il vous avait dit quoi? Il m'avait dit, si les rayons ne marchent pas, je ne m'abattrai plus. Alors je lui disais, non, mais si les rayons ne marchent pas, ils ont parlé de chimiothérapie à côté. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et, Donc il a compris ce qu'il avait quand même. Oui, il a compris ce qu'il avait, mais il est Mais tout le temps c'était- resté dans le flou. C'est ça, c'était pas exprimé. Oui. Les jours suivants, comment ça s'est passé? Ça s'est passé difficilement pour moi, parce que Franck toujours ne savait rien et je l'ai accompagné tout le long de sa maladie. Durant il a fait que 4 jours sur les 35 de rayon. Et voilà. Il n'a fait que 4 jours? 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il est parti comme ça. Il est parti et on ne nous avait pas dit qu'il allait partir comme ça. Il s'est endormi, il s'est plus réveillé. Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est passé? Ça fait 3 semaines que j'étais avec lui sans relâche. Et le vendredi soir, il me dit, écoute, rentre à la maison, je suis un petit peu fatiguée, je vais dormir. Il me dit, donc tu vas pas rester à côté si je dors, mais tu reviendras demain matin et puis plus tôt. Je suis rentrée à la maison et là, toutes les heures, j'ai appelé. J'ai appelé le service toutes les heures parce que, je sais pas, il y avait quelque chose qui me poussait à me dire, c'est pas normal, c'est bizarre. Et j'ai appelé vraiment, mais alors vraiment montre en main toutes les heures jusqu'à 4 h du matin. 4h30, donc une demi-heure après, j'ai rappelé, j'ai eu le service où on m'a dit tout va bien, il dort. Et moi, je me suis dit c'est bizarre parce que ça fait 2 jours où les nuits ça allait pas trop, où il avait quand même des soins parce qu'il avait des problèmes pour respirer et tout. Et là, il dormait et ça m'inquiétait. Le fait qu'il soit tranquille comme ça m'inquiétait. Au lieu d'être apaisé, non, au contraire, ça me faisait l'effet inverse. Et je disais quelque chose qui ne va pas. Il y a 4h30, j'ai rappelé, j'ai eu l'infirmière qui m'a dit non, il dort, il est paisible, tout va bien. Mais je n'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée. Il y avait quelque chose qui me disait que le vendredi, vraiment, voilà, il nous avait fait des choses un peu bizarres. Il n'était pas lui-même. Mais je voulais pas y croire. Je voulais pas Non, je me disais non, c'est pas possible. On va s'en sortir. On a passé toutes ces étapes. Moi, j'ai tout quitté pour lui. Il va pas me quitter comme ça. Je me disais, ça va pas nous arriver à nous. Pourquoi nous? Sur la terre, on est des milliers. Pourquoi sur nous encore? Et je comprenais pas. Et à 5 h du matin, c'est elle qui m'a rappelé. Et quand le téléphone a sonné, Vous avez compris. j'ai compris, et j'ai pas voulu. J'ai vu le numéro masqué, j'ai pris le téléphone et je regardais partout autour de moi en disant je suis en train de rêver, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit je suis désolée, mais il est parti. Et moi, quand il m'a dit il est parti, je me suis dit mais il s'est levé, il est parti de lui-même. Et je lui ai dit mais vous l'avez laissé partir? Elle me dit non, je crois que vous comprenez pas, il est parti, il est parti. Je dis oui, je vous entends bien, mais il est parti où? Elle me dit non, mais il est parti, il est décédé en fait. Et là, ça a été le vide, le plus rien. Et j'ai hurlé dans la maison et je crois que ce cri, voilà. C'était quel jour? Un samedi 8 octobre, à 5 h du matin. Le 8 octobre dernier. Oui, Donc c'est tout récent. c'est tout récent. On va saluer Frédéric Farigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute de couple et en quoi le deuil de son conjoint est-il particulièrement difficile quand il survient comme ça juste après le mariage? C'est-à-dire qu'on part sur un espoir de C'est bonheur et Ça survient après un grand bonheur. En fait, la personne, elle est stoppée dans un élan brutalement, cruellement.
dans cet élan de concrétisation, comme pour Alexandra, d'un bonheur, de projection vers l'avenir. Et c'est brutal, c'est toujours un choc immense. Mais c'est particulièrement violent dans le sens où, effectivement, il y a cette construction, il y a cette projection vers l'avenir. Et pour la personne qui vit ça, c'est une véritable crise d'identité. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a posé en se mariant, de repères, de jalons pour construire sa vie, vole en éclats. Mais ce qui est très dur à vivre, c'est que perdre un conjoint, c'est comme être amputé d'un membre. C'est aussi violent. C'est ce sentiment de solitude, d'avoir à poursuivre sa vie seule, et surtout la perte de sens. Il y a vraiment une perte de sens très importante qui va s'atténuer avec le travail du deuil, mais qui est un sentiment très éprouvant, parce que du coup, il y a comme un retrait de la vie. Hein, on n'a plus goût, c'est difficile de s'investir dans la vie. En plus, ce sont des deuils très, très récents. Paul, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, le thème d'aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi vous avez répondu à notre appel à témoins? J'ai répondu à votre appel à témoins après quelques jours de réflexion, parce que j'avais vu l'appel à témoins le jour du décès de ma femme. Nous nous sommes mariés le 28 octobre Dernier. et elle est décédée le 12 novembre. Oh là, c'est... Quelques jours après le mariage. Quelques jours après. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? On se connaissait depuis 1994. Brigitte, je l'ai rencontrée par hasard. On s'est rencontrés par hasard dans une soirée où nous n'étions pas invités ni l'un ni l'autre. Et on a fait connaissance. On était en région parisienne. Et Vous étiez dans quelle situation à ce moment-là, et l'un et l'autre? À ce moment-là, moi, j'étais avec quelqu'un. Et Brigitte, elle était divorcée. Et professionnellement parlant, on avait de beaux métiers. Moi, je travaillais à l'époque dans le tourisme. Elle travaillait comme secrétaire d'avocat. Et on se voyait un petit peu le soir. On a pris l'habitude de se voir, on s'appelait. Vous avez sympathisé? On a sympathisé. Une sorte de coup de foudre ou... Non, il n'y a pas eu de coup de foudre. Les choses sont venues petit à petit. Vous étiez bien ensemble? On était bien ensemble. Moi, de mon côté, professionnellement, je tournais pas mal. En revanche, j'avais un gros vide affectif. Et Brigitte a su le combler très vite, a su m'aider dans ce sens. D'abord en tant qu'amie, et puis ensuite, il y a eu plus. Il y a eu plus. Et, alors, un mois après votre rencontre, je sais qu'il y a un événement qui a bouleversé la vie de Brigitte. Un mois après notre rencontre, Brigitte a dû rentrer à l'hôpital pour une opération bénigne. Bon, les choses sont mal passées. Je m'en veux beaucoup parce qu'à l'époque, déjà, j'ai passé 2-3 nuits à discuter avec elle en lui disant qu'il fallait qu'elle y aille. Elle avait un pressentiment. Elle ne voulait pas y aller et je lui ai dit, tu sais, il faut y faire aller confiance. quoi? Se faire opérer? Se faire opérer d'un kyste à l'ovaire, quelque chose de bénin. Et malheureusement, les choses se sont mal passées. Elle en a eu des séquelles. Elle a eu ce qu'on appelle une maladie nosocomiale, qui n'a pas été révélée de suite, donc après, difficile de s'en défaire. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de cortisone. Résultat, cette cortisone s'est fixée dans les os et ça fait une nécrose. Mais ça, c'est assez mesquin, comme maladie, c'est assez vicieux et ça arrive après. C'est-à-dire 5-6 ans après, ça commence à vous ronger et malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc rapidement, elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Et on a été encore plus unis par cette maladie. En fait, peut-être c'était encore plus fort que d'autres couples parce que plus sa maladie évoluait, puis on devenait inséparables. C'est-à-dire Est-ce que vous vous sentiez utile à ses côtés? Oui, et puis des gestes devenaient naturels. Moi je n'aimais pas cuisiner, je ne faisais pas de cuisine. En revanche, j'aimais bien manger. Mais il a fallu que je me mette à cuisiner. J'ai essayé de suppléer naturellement, c'est venu tout seul,
à notre quotidien. Donc je me suis même reconverti dans l'informatique pour pouvoir travailler à distance depuis la maison, pour pouvoir être près d'elle. Et puis peu à peu, son état de santé s'est dégradé. C'est dégradé. De quelle manière? On avait choisi de descendre dans le sud, puisque je travaillais à distance. Et on est descendu à Sisteron. Au mois de mai dernier, elle avait mal aux côtes. Donc elle pensait que c'était la nécrose qui commençait à attaquer. On nous avait expliqué. Hein. On savait que sa vie n'allait pas être aussi longue que d'autres, mais on ne pensait pas que ça irait si vite quand même. Et puis à l'hôpital, en fait, on a trouvé que c'était un cancer. Un cancer, on a su après très tardivement que c'est un cancer du sein. Et il ne trouvait pas le cancer initial. primitif. Ouais. Il était déjà métastasé. Il était déjà métastasé Dans les au os. niveau des poumons. Et donc, elle était d'abord en pneumologie où on a examiné, on a constaté ceci. Et très vite, j'ai pas voulu comprendre. Mais très vite, elle a été dirigée en soins palliatifs. J'ai pas voulu comprendre le sens Ça veut dire réel qu'il ne pouvait pas des la choses. soigner. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la soigner. Elle avait besoin de tellement d'antalgiques pour pallier à sa douleur que la moindre chimio aurait été fatale. Donc on ne pouvait pas avancer, on était coincés. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait un traitement pour la soulager, mais Voilà. pas pour la soigner. Tout à fait. Donc vous avez quand même compris, même si vous ne vouliez pas vous l'avouer, vous aviez compris qu'elle était condamnée. Je ne l'ai pas réalisé. Ouais. Je l'ai réalisé qu'après coup. Donc vous ne l'avez pas réalisé, donc vous l'avez accompagnée. Je l'ai Et qu'est-ce que vous avez accompagnée. décidé? On avait prévu de se marier au mois de décembre. Petit comité avec de la famille proche, des amis. Et puis elle m'a demandé de presser les choses et de faire en sorte que ce mariage se fasse avant. Et elle me disait, je ne tiendrai pas jusque-là. Elle le sentait. Elle le sentait venir, elle était consciente, elle sentait les choses. Yvette, bonjour. Bonjour. Quelle histoire d'amour est restée gravée dans votre mémoire? L'histoire d'amour de Jean-Yves, mon mariage avec lui. Voilà, on s'était connus quelques temps avant et on s'est mariés le 25 septembre 1965 à Villandreau, en Gironde. Voilà, et voilà, photo. Et vous êtes restés mariés combien de temps? Et je suis restée mariée 11 mois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé un accident de voiture. Le camion l'a accidenté et l'a enlevé, voilà. Et ça a été très très dur parce que bon, on s'est quitté à 13h30. Comme Alexandra, vers 14h30, j'ai vu le ciel devenir tout noir aussi. Et j'ai dit, il se passe quelque chose. Mais à ce moment-là, je suis partie chez mes parents parce que je tricotais de la layette. Et Parce que vous attendiez? j'attendais un bébé. J'étais enceinte de 5 mois. Et en arrivant chez ma mère, je lui montrais un petit peu ce que je faisais. Et puis on a vu arriver mon père, mon médecin et des gendarmes. Et là, je dis, mais mon père a eu un accident. Et puis non, en fait, on m'a rien dit, on m'a dit, tu sais, Jean-Yves a eu un accident, on va partir le voir. On ne vous en a pas dit plus. On m'en a pas dit plus. Donc vous êtes rendu à l'hôpital? Oui. Où vous Alors êtes en là- conduite? Là, c'est terrible, terrible. Parce que je pensais le voir dans un lit. Mais votre père ne vous a rien dit? Non, personne n'a rien dit. Et Le pourtant- médecin m'avait fait une piqûre. Et votre père savait, Mon père savait. mais personne ne vous Personne a ne m'a rien rien dit. dit. Et où est-ce qu'on vous a conduit? On m'a conduit donc à l'hôpital et dans un dédale de couloir. Et une grande porte s'est ouverte, une porte de garage. Et il y avait un cercueil par terre, et il y avait mon mari dedans. C'est comme ça qu'on vous a C'est comme ça que annoncé je l'ai la vu. mort de votre Ouais. mari. C'est comme ça. Donc comment avez-vous réagi? Alors là, Vous étiez je suis enceinte? tombée, j'étais enceinte de 5 mois. Je suis tombée dans un grand trou noir.
J'ai demandé les toilettes, je suis restée je ne sais pas combien de temps dedans. Et puis voilà. Dire Et qu'on je l'ai jamais n'avait revu. certainement pas voulu vous le dire parce que vous étiez enceinte. Or, c'était Oui. probablement la manière la plus violente de C'était- vous ouais. l'annoncer. Ouais. Frédéric, comment vous réagissez à ça? C'est terrible. Je suis assez choquée Ouais. de qu'on n'ait pas plus pris soin de la jeune femme enceinte que vous étiez à ce moment-là et de vous rajouter ce moment de choc, hein, de vous retrouver brutalement à la morgue sans avoir été prévenu. C'est ultra violent. On vous a rajouté une violence supplémentaire. Et c'est vrai que ces situations de porter la vie et dans le même temps d'être endeuillé, de traverser un deuil, c'est très compliqué parce que ça fait comme un combat intérieur. Et je crois que dans ces cas-là, le rôle de l'entourage est vital, hein, pour vous soutenir, pour vous porter dans ce que vous avez à traverser, pour pas sombrer, pour accueillir quand même cet enfant. Vous aviez quel âge, Yvette? J'avais 19 ans. Et vous avez mis une vie J'ai mis. à tenter de vous reconstruire. Ouais. Ouais. Il est temps d'ouvrir notre deuxième partie, l'amour plus fort que la mort. Et on revient vers Mireille qui nous racontait que un an après votre mariage, Mireille, une tumeur au cerveau a emporté l'homme de votre vie. Ouais. À quel point étiez-vous sous le choc? J'avais plus de jambes, j'avais l'impression de tomber dans un trou sans fin et de mourir moi aussi de partir avec lui. J'avais une enveloppe, j'étais là, mais j'avais plus rien à l'intérieur. C'est vraiment le vide total, on se sent perdu. Mais que font ces gens? Où je suis? Qu'est-ce que je fais là? On me dit qu'il est parti, mais il est parti sans moi. Et on se sent seul au monde. Malgré le soutien, il y a les enfants, on les voit, ils sont là, ils pleurent aussi, s'accrochent, mais c'est un cauchemar. On se dit, on va se réveiller. Et je me suis surprise en me touchant un tout, je me dis, mais non, mais je vais me réveiller, c'est pas moi, je suis pas en train de vivre ça. Il n'est pas parti, je viens juste de téléphoner il y a une demi-heure, on m'a dit qu'il dormait. Mais comment ça se fait? C'est vraiment le choc, c'est le choc. On se sent seul, vide et seul. Alors, votre mari est parti il y a tout juste 1 mois et demi. C'est vraiment très récent, hein. Oui. Depuis, vous vivez à travers son souvenir. Oui. Son absence vous pèse. Oui. Nous sommes venus vous rendre visite chez vous à Charvieux, dans l'Isère. Si tu m'entends, souviens-toi que je t'aime. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Cette maison, c'est celle que Mireille et Franck venaient à peine de faire construire, dans l'espoir d'y vivre plusieurs années de bonheur. Ça, c'est j'aime bien quand il fait comme ça. Mais depuis le 8 octobre dernier, Mireille n'a plus que les souvenirs de son mari auxquels se raccrocher. Chaque jour, elle regarde en boucle les vidéos de son voyage de noces. Ça fait pas longtemps qu'il est parti et notre voyage de noces, ça allait faire 1 an. On allait le fêter, donc il y a ça aussi. Puis c'est vrai qu'il rigolait tout le temps aussi, donc c'est sûr que... T'as besoin d'entendre sa voix. Ouais. J'en ai besoin pour l'instant. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait du bien parce que j'ai l'impression qu'il est encore avec nous. Et puis voilà, c'est le manque de sa présence, mais sa voix aussi. Et pour le moment, c'est comme ça, je peux pas m'en passer. Partir comme ça aussi vite, c'était vraiment injuste. On a eu le temps de rien, de rien. De rien. Alors Mireille fait tout pour entretenir le souvenir de Franck. Franck est enterré sur la Corse, donc je l'ai pas auprès de moi. Et j'ai pas un endroit où aller me recueillir avec lui. Donc c'est vrai que tous les jours, je lui allume une bougie, elle tourne en continu, matin, midi, soir, tout le temps. J'essaye de faire un petit peu ce que je peux au plus près de chez moi, dans la maison, et quelque chose qui me raccroche toujours un petit peu à lui. Se raccrocher à Franck est devenu l'obsession de Mireille. Et pour maintenir son souvenir, elle a dispersé les objets lui appartenant un peu partout dans la maison. Son képi de cérémonie, ses lunettes, qu'il portait très souvent, et puis son sifflet. Dans la salle de bain aussi, tout peut laisser penser que Franck vit toujours ici. J'ai laissé les choses telles qu'elles étaient, son rasoir, sa brosse à dents, toutes ses affaires personnelles, et comme c'était. Mais là où Franck est le plus présent, c'est dans la chambre.
Ça, c'est son pull qu'il avait quand on est parti faire notre voyage de noces. Et c'est vrai que c'est un pull que je retrouve souvent dans les vidéos ou sur les photos. C'est un pull que j'arrive pas à ranger. Depuis la disparition de Franck, Mireille n'a rien enlevé. Au contraire, elle y a même accroché les vêtements qu'il portait. Pour moi, toutes ces affaires du vélo, c'est encore la force de son sport. C'est les moments qu'il avait voilà, dans le sport, à être en compétition comme ça et avoir vraiment la force d'un battant tout le temps. Et c'est vrai que de les enlever, pour l'instant, c'est pas possible. Mais est-ce que ça te fait pas un peu de mal aussi? Non, pour le moment, j'ai besoin de me raccrocher à ça. Voilà. Il faudrait peut-être penser un peu, pas tout, hein, mais un peu à ranger un peu quelques tenues pour essayer d'avancer. Mais pour le moment, j'ai pas envie d'avancer. Voilà. Pour l'instant, j'ai besoin de mes souvenirs. En rangeant pas tout, en gardant le plus important, je me dis, mais non, il est pas parti, il va revenir, il va rentrer et voilà, et ses affaires sont là, quoi. Pour soutenir Mireille dans cette épreuve, ce soir, Nicole, la mère de Franck, arrive de Normandie. Face à la douleur, les uns et les autres se sont rapprochés. Aujourd'hui, toute la famille se serre les coudes. Qu'est-ce qu'il aura avec moi, du coup, ce soir, alors? Enfin, moi, je dors avec Tata et toi, et si Nicole, elle veut, elle dort avec Mélanie, on est ensemble. Ma vie a pris une tournure tout à fait différente que celle que je pouvais imaginer. Et puis ma belle-mère et moi, on a vraiment besoin de s'entraider et d'être ensemble parce que c'est des moments difficiles. Bah oui, le fait d'être ici, de parler un peu avec Mireille et tout, bon, bah, ça m'aide aussi à moins penser à tout ça, quoi. Je pense que si on était que tous les trois, maman, mon frère et moi, on n'arriverait pas à s'en sortir, on n'aurait aucune aide, aucun soutien et ça aurait été beaucoup trop dur. Jusqu'où vous êtes allée, Mireille, pour ressentir sa présence? Vous êtes même allée, je crois, jusqu'à la voir en permanence sur vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez tatoué? C'est notre date de mariage, d'anniversaire. Ouais. Frédéric, c'est normal cette première étape déjà de choc, de sidération, et puis ces premières. Il y a 4 étapes, hein, je crois, dans le processus de deuil. C'est absolument normal. Quand on entend la sœur de Mireille lui dire il faut commencer à ranger et tout, c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt. Une étape où on a besoin d'être relié. Ça viendra en son temps. Et ce que vous vivez, c'est une étape normale. Hein, c'est absolument. Vous êtes encore en état de choc. Ça fait qu'un mois. Vous imaginez le bouleversement que ça représente dans votre vie du jour au lendemain, il n'est plus là. Donc c'est normal d'avoir besoin de se rattacher à ces objets, c'est comme s'il allait rentrer. Tout à fait. Hein. Et pour l'instant, c'est ce qu'on appelle cette phase de déni. C'est-à-dire on n'arrive pas à réaliser qu'il est mort, qu'il n'est plus là. Et cette étape-là, elle est normale. Donc il y a 4 étapes dans le processus de deuil, ce qu'on appelle le travail de deuil. C'est une expression que souvent les personnes endeuillées détestent, le travail de deuil, parce qu'elles ont toujours l'impression qu'on leur dit qu'il faut oublier. Or, c'est pas ça. Mais c'est surtout cette idée de faire son deuil, ça sous-entend, bon, il faut le faire rapidement pour pas encombrer les autres avec son chagrin. C'est ça qui est insupportable. Alors que c'est pas ça. Il y a 4 étapes. Il y a le choc. Il y a le choc, il y a le déni. Hein, il y a la colère aussi, parce qu'à un moment donné, on vit de l'injustice. Hein, pourquoi nous? Pourquoi il m'a laissé? Et l'étape de désespoir aussi, où là, on lâche tout, on n'a plus envie de vivre. Et après, il y a une étape donc, de reconstruction qui est l'étape d'acceptation. Mais le travail de deuil, il faut être conscient que tout ce que vous allez vivre, toutes ces émotions que vous décrivez, elles sont normales, elles sont nécessaires. Et puis ça prend du temps. C'est très important. Quand on dit il faut laisser du temps. C'est un processus lent, c'est un processus complexe, incompressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter ces étapes-là. On les traverse obligatoirement quand on vit un deuil. Ça prend du temps et on ne peut pas sauter des étapes. Hein. On ne peut pas vivre ça en accéléré. Même si l'entourage voudrait qu'on se dise... Non, ça fait partie de ce travail-là. Ça fait partie de tout ce temps qu'il faut pour laisser le disparu à une autre place. Et à un moment donné, l'endeuillé, il se trouve à une croisée de chemin. Hein, une croisée de chemin où il est capable de donner au disparu une nouvelle place pour redire oui à la vie. Mais ça, c'est pas tout de suite. Et ça dépend des gens. L'absence en présence en soi. C'est ça, en présence en soi.
sans que cette souffrance, sans que cette douleur nous empêche de vivre notre vie, d'aimer à nouveau et d'agir dans le monde. Mais ça, c'est pas tout de suite. Justement, vous, à l'heure actuelle, comment vous imaginez votre vie future? J'arrive pas à l'imaginer. Pour le moment, j'arrive pas à me dire que j'aurai une vie future. Je me dis, ma vie est finie. Il est parti, j'ai l'impression d'être partie avec lui et que... Alors j'ai les enfants qui me tiennent, heureusement que j'ai mes enfants. Alors, le 6 août 2010, cette semaine avec votre mariage, votre mari, Alexandra, s'est tué dans un accident de moto. Oui. Qu'avez-vous ressenti, vous, quand vous l'avez su? Moi, ma première réaction, ça a été le déni. Ça, c'est sûr. Hein. Je disais aux gendarmes, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous êtes trompés, c'est pas lui. Il s'est fait voler sa moto. C'est quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est pas lui. Non, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte. Ça va faire 7 semaines demain qu'on est mariés. C'est impossible. Il me dit, si, c'est lui. J'ai dit, mais non. Et quand je lui ai eu dit que ça faisait 7 semaines qu'on était mariés, il me dit, oui, je sais. Je lui dis, mais quoi? Non, vous savez rien du tout parce que c'est pas lui. D'ici, je sais que c'est lui, parce que quand j'ai enlevé son gant, j'ai vu son alliance. C'est quand il m'a dit le mot alliance que là il y a eu un déclic. Voilà. Et de là, après, j'étais ailleurs, dans un autre univers. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le choc, Oui. le déni. Hein. C'est ça. Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Alors, vos 2 petites filles étaient très proches de leur père, vous nous le disiez tout à l'heure. Ils avaient une relation très fusionnelle. Oui. Elles étaient alors âgées de 4 ans et demi et de 2 ans et demi. Oui. Avec quels mots leur avez-vous annoncé la nouvelle? Est-ce que vous leur avez fait part de la disparition de leur père tout de suite? Oui, j'ai pas attendu. Ça a beau être des enfants, elles étaient comme moi, elles attendaient le retour de leur père à la maison. Et quand je les ai récupérées le soir, j'ai pas attendu. J'ai même pas attendu d'avoir franchi le portail de la maison où elles étaient. Je leur ai annoncé devant le portail. Elles sont venues à moi en courant et j'ai dit à la plus grande, à Maëlle, faut pas attendre papa. Papa, il reviendra pas. Papa, il a eu un accident. Papa, il est tombé de la moto et il s'est fait mal à la tête. Papa, il est mort. Et là, elle me regarde et elle me dit et maman, ça veut dire que j'ai plus de papa? Sur le moment, je lui ai dit oui, parce qu'il fallait qu'elle comprenne. Donc, sur le moment, je lui ai dit oui. Quelque temps après, je lui ai expliqué que voilà, elle avait un papa, c'était lui, ce sera toujours lui. Et indéniablement, ce sera toujours son papa. La petite, elle était à côté, elle pleurait parce qu'elle voyait tout le monde pleurer. Elle a réagi plus tard. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que ça peut peut-être aider les personnes qui nous regardent et qui ont de mettre les vrais mots, hein, les mots justes, et d'être capable aussi d'accueillir la souffrance de ses enfants et de ne pas être dans le... Voilà, là, pour le coup, pour eux, leur cacher ou leur mentir. Mais c'est préférable, même auprès d'enfants si jeunes, d'utiliser les véritables mots. Les vrais mots. On croit, voilà, même petits, les enfants sont capables de l'entendre, en tous les cas de l'acter à un moment, même s'ils n'ont pas l'air de le comprendre. Ça pose les choses et c'est nécessaire. Le jour de son enterrement, oui. À quel point étiez-vous encore dans le déni? Je peux même pas l'exprimer parce que bizarrement, j'ai très peu de... J'ai des flashs. Et je pourrais pas dire à tout à l'heure j'ai fait ça, à tout à l'heure j'ai fait ça. C'est des flashs. J'étais là sans être là. Moi, beaucoup de personnes présentes m'ont dit t'as trouvé super forte, t'as tout géré. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, si on veut, c'est malheureusement le dernier au revoir qu'on puisse faire. Et on se doit que que ça reflète le plus la personne. Donc, moi, voilà, pour Julien, on a fait absolument ce qui lui correspondait, quoi. Avec le même prêtre qui nous a mariés 7 semaines avant, le même musicien. Enfin, voilà, c'était vraiment fidèle à lui-même. Et moi, c'est vraiment des flashs que j'ai cette journée-là. Mais on est ailleurs. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, moi, le jour où il est parti, c'est mon pilier qui est parti. Un membre de votre corps. Voilà. C'est tout. Je me souviens les jours qu'on suivit après, les mois, les semaines qu'on suivit après. Je me levais le matin avec vraiment une douleur dans la poitrine, au point où un jour je me suis dit je dois avoir un problème de santé, il faut que j'aille consulter. Et là j'ai vraiment pris l'ampleur de cette expression, avoir un trou béant dans la poitrine à cause de la douleur. Et c'est vrai que ça c'est indéchiffrable. Ce qui est compliqué, c'est que tous les conseils de vie qu'entre guillemets on peut vouloir nous donner quand on vit un deuil,
Souvent, l'endeuillé le prend mal parce que c'est comme un déni de sa douleur. Il faut accepter que l'autre traverse cette souffrance et que vous êtes encore dans cette souffrance et qu'aujourd'hui, effectivement, aimer à nouveau, ça vous paraît absurde, inconcevable, aberrant. Mais dans quelques temps, ce sera peut-être différent. Pour moi, aimer à nouveau, ça voudrait dire que je n'aime plus Julien. Mais c'est souvent voilà, quand on vit un deuil, on a le sentiment qu'on va trahir le disparu si on aime à nouveau. Or, c'est juste, il est là, hein, mais à un moment donné, ça ne m'empêchera pas de vivre une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, ça fait 1 an que votre mari a disparu, vous 1 mois et demi, et vous, Paul, quelques jours seulement. Quelques jours, Donc, alors là, vraiment, je mesure à quel point votre présence ici est à la fois courageux, comment dire, indispensable peut-être pour moi, vous. c'était indispensable. J'ai besoin de parler d'elle, j'ai besoin qu'elle soit présente et c'est une manière pour moi de l'avoir à mes côtés. La veille de son décès, elle était consciente, elle m'a dit, tu sais Paul, je vais partir cette nuit ou demain matin. Ah oui? Je lui ai dit, mais non, c'est pas vrai, tu vas voir, tu vas récupérer, ça va aller mieux. Et puis elle me dit non, je vais partir. Et toute la nuit, elle a eu énormément de douleur. Et le matin, on a pu discuter un petit peu vers 7 heures. Elle m'a redit ses volontés. Et puis elle a regardé l'heure, elle me dit tiens, il est 7h15, va te prendre un café. Je suis allé me prendre un café. Quand je suis revenu, elle était dans un état comateux. Je ne saurais pas préciser exactement si elle était vraiment dans le coma, mais elle ne réagissait plus, elle ne me serrait plus la main, elle répondait plus à mes paroles. Et puis je suis resté près d'elle jusqu'à 12h30 où elle a arrêté de respirer, elle est partie, elle m'a laissé tout seul. Est-ce que vous vous rendez compte quand même j'ose dire ça, vous allez mal le prendre, mais de la chance que vous avez eue de passer ces derniers instants à ses côtés alors qu'elle était lucide et qu'elle a pu vous préparer à cette idée de sa disparition? J'envisageais pas ça autrement. On se dit qu'on est prêt, il y a des années où on s'était préparé à ce qu'elle n'ait pas une vie très très longue. Mais quand on est devant les faits accomplis, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, on se rend compte qu'on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. La dernière nuit qu'on a passée ensemble, elle m'appelait, elle me disait Paul, fais quelque chose, aide-moi. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais plus rien faire pour elle. Si, ce que vous avez fait, être à ses côtés, lui tenir la main et être là. Bien sûr, vous l'avez fait, ce que vous pouviez faire pour elle. Voilà, alors aujourd'hui, il y a des moments où je lui en veux d'être partie, m'avoir laissé. Et puis, d'un autre côté, je me dis, elle ne souffre plus. Alors, on va revenir à ce souvenir de bonheur, à ce 28 octobre dernier, donc qui était la date de votre mariage. Oui. Racontez-nous cette journée. Ah ben, c'était une journée... Donc, elle vous avait demandé d'avancer la date du Oui, mariage tout à car fait. elle sentait qu'elle s'affaiblissait. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout elle. C'était un peu sa partie, le juridique. Un peu beaucoup, même. Donc, je suis allé à la mairie et donc, on m'a expliqué qu'il existait le mariage in extremis. Et donc, on pouvait faire sauter la publication des bans. On pouvait recevoir par mail ou par fax les extraits d'actes de naissance. Et puis, il fallait qu'un élu soit disponible. Et là, j'ai eu la chance d'avoir comme élu monsieur le maire, qui a accepté de venir nous marier. Donc, c'était en comité restreint, ça s'est passé dans la chambre d'hôpital. Et elle était dans son lit. Notre témoin, Aline, l'avait maquillée, l'avait préparée, habillée, avec les infirmières. Et puis, voilà, il y a eu une cérémonie très rapide. Puis ensuite, on a trinqué, parce qu'elle aimait bien le champagne. Elle aimait bien boire un coup, mais il fallait que ce soit du champagne et du bon.
Donc voilà, elle a voulu en fait qu'on fasse un pied de nez au destin, puisque le destin nous empêchait de nous marier en décembre, et ben, on s'est mariés quand même. On s'est mariés avant. Et c'était important parce que pour nous, c'était une finalité. Ça lui a donné quelques heures de bonheur en plus. Et c'est finalement le principal. Il n'y aura jamais de place pour quelqu'un d'autre. Ça sera elle, toujours elle, à côté de moi. Ça sera toujours elle. Moi, je vois le soir, je vous écoutais parler, il y a quand même de grandes similitudes. J'ai pas encore touché à ses vêtements, à ses affaires. Et bon, le soir, j'ai un de ses t-shirts avec moi, un des derniers qu'elle a porté. Je sais bien qu'il va falloir que je le lave un de ces jours, mais pour l'instant, il a son odeur et c'est le principal. Je le garde près de moi. Je comprends. Voilà. Yvette, vous vous êtes retrouvée veuve à l'âge de 19 ans, après seulement 11 mois de mariage. À l'époque, vous étiez enceinte de 5 mois. Parlez-nous de cette grossesse. Comment vous l'avez vécue, la fin de votre grossesse? Alors après l'accident, donc j'étais enceinte de 5 mois, l'enterrement, robe noire de grossesse. Et là, j'étais une loque, il fallait me faire manger, m'habiller, jusqu'à la naissance de ma fille. Quand ma fille est née, ça m'a fait un choc. Et là, bon, j'ai recommencé pour elle à sourire, à enlever le noir. Et voilà. Comment vous avez vécu les années qui ont suivi? Que pour elle. Avec le recul, quel regard portez-vous sur... J'ai pas voulu refaire ma vie, en fait, ni me remarier, parce que c'était pas son père, parce que je voulais pas qu'elle ait un autre père, parce que, voilà, parce que un père, c'est irremplaçable. Donc vous êtes interdit un bonheur pour que votre fille grandisse. Vous en êtes où aujourd'hui, sentimentalement? Aujourd'hui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Je suis prête à donner. Bon, ma fille, elle est grande, elle est mariée, elle a 3 enfants. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous en libérer un peu plus tôt en parlant, justement? Je pense, oui. Voilà, c'est ça, parce que là, volontairement, vous avez tué tout ça, mais quand même 45 ans, vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez probablement le sentiment d'être passé à côté de... Oui, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et si je devais finir toute seule, Quel conseil vous donneriez à ces 2 jeunes femmes endeuillées et malheureuses? C'est un deuil aussi, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Mais elles ont des enfants, et puis il faut qu'elles aillent de l'avant pour leurs enfants. Ça c'est dur, c'est très très dur. C'est très dur. Un jour, ma fille, elle a pris mon alliance, elle a pris l'alliance de son père, elle a fait fondre tout ça, elle m'a fait une bague. Elle dit voilà, au moins vous êtes ensemble. Voilà, bon. C'est celle-là? Oui. Donc, donner un conseil, c'est pas très facile. Alors, on va demander à Frédéric. Il faut continuer à avancer. Mais je crois que j'ai mis longtemps. L'histoire d'Yvette, elle illustre comment, justement, ce travail de deuil, ce processus peut être bloqué à un moment donné si on reste dans le silence. C'est ça qui a fait que c'est seulement aujourd'hui que vous pouvez dire là, je suis prête pour aimer à nouveau. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on nous pousse à faire le deuil en accéléré, vite, mais c'est pas ça la réalité. Pour pas gêner. Non, c'est ça. On gêne. C'est ça. Écoutez, en tout cas, cette émission aura permis que vous vous trouviez toutes les deux. C'est très touchant vous de n'êtes vous pas voir lâché la main. tenir la main. Et ne serait-ce que pour ça, eh bien, ça nous fait plaisir. Ouais. Voilà. Merci d'être venu. Goodbye, England's road.